Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité, un magazine dans le cadre de la campagne référendaire. Et notre invité ce midi, c'est Sonia Backes-Poët, loyaliste. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la campagne se termine bientôt. C'est ce soir la clôture de la campagne audiovisuelle. Hier soir, c'était le dernier meeting des loyalistes au stade de Magenta. Comment ça s'est passé? Vous êtes satisfaite? Ça a répondu à vos attentes? Oui, c'était un magnifique meeting, plein d'émotions, avec toutes les communautés qui composent la Nouvelle-Calédonie, qui ont voulu se montrer comme voulant que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, avec une belle coutume pour tous ces Mélanésiens qui ont œuvré pour que la Calédonie reste française. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Alors globalement, avec un peu de recul, comment s'est déroulée cette campagne référendaire? On a parlé de radicalisation pour certains, mais aussi d'une campagne bon enfant. On a vu des drapeaux dans les deux camps qui étaient portés dans des défilés, dans des manifestations. Votre sentiment, ça a été une campagne de bonne tenue plutôt ou un peu tendue quand même? Oui, alors, toutes les campagnes électorales ont un peu de tension, mais je trouve que globalement, ce qui était intéressant dans cette campagne, c'est que on a pu, alors pas complètement, pas suffisamment à notre goût sans doute, mais rentrer dans les vraies questions. En 2018, on avait l'impression que les jeux étaient faits et que finalement on posait pas les bonnes questions. Là, il y a eu un vrai électrochoc le 4 novembre dernier, et donc des gens qui se sont réellement interrogés sur savoir ce qui se passerait en cas de oui. Et donc les indépendantistes se sont retrouvés à devoir répondre à des questions auxquelles ils n'ont pas dû répondre la première fois. Et en fait, on s'est rendu compte, je pense peut-être plus qu'en 2018, de la faiblesse des réponses qu'ils apportent, et notamment la réponse systématique qui est « Non mais vous inquiétez pas, on verra pendant la période de transition » ou « Vous inquiétez pas, la France sera toujours là ». Alors c'est un peu « Vous inquiétez pas, sautez de la falaise, on va faire durer la chute le plus longtemps possible, et puis à la fin, on aura peut-être quelqu'un qui viendra panser nos plaies ». C'est un peu ça le message. Donc je trouve que les Calédoniens, les médias ont posé enfin les bonnes questions aux indépendantistes, et je pense qu'ils ont été un peu démunis dans les réponses. Alors, autre particularité de votre côté, c'est l'union des loyalistes. Ça a marché, ça a tenu finalement? Certains s'interrogeaient sur la capacité à travailler ensemble de 6 partis qui sont assez différents les uns des autres. Oui, alors on a voulu se servir de nos erreurs de 2018 pour ne pas les reproduire. Donc, dans ces erreurs, il y avait effectivement l'absence d'unité. Donc, on a lancé cette union des loyalistes bien avant le référendum. On était même pendant la campagne des municipales. Donc, il a fallu faire abstraction des différences qu'il y avait aux municipales pour commencer à préparer cette campagne référendaire. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on travaillait ensemble qu'on avait en fait beaucoup plus de choses qui nous rassemblaient que de choses qui nous divisaient. Et on s'en est surtout rendu compte quand on a construit le projet des loyalistes, où en fait au départ on s'est mis autour de la table en pensant chercher le plus petit commun dénominateur, et en fait on s'est rendu compte qu'on partage globalement le même projet de société pour la Calédonie. Alors vous dites qu'il y a eu une campagne de fond cette fois-ci plus qu'en 2018. Vous, quels sont les thèmes qui vous ont semblé essentiels? Pourquoi dire non à l'indépendance? C'est quoi vraiment le fond de votre discours, des messages que vous avez voulu délivrer aux Calédoniens pendant cette campagne? Justement, ce qui était intéressant, c'est qu'on a bien vu les deux projets différents. Et surtout sur un point en particulier qui me paraît très important, c'est la question de quelle société on veut et de comment on partage les uns et les autres. Je m'explique. On a vu dans la campagne des indépendantistes, et on voit bien avec les différents textes qui sont présentés, qu'on a un projet de société d'exclusion, un projet de société de repli sur soi, de volonté finalement de considérer qu'une partie de la population est au-dessus des autres. Ils parlent beaucoup de vivre ensemble. Ils disent pourtant en permanence, ils le répètent dans leurs discours ou dans leurs conférences de presse, que chacun aura sa place dans une Calédonie indépendante. Oui, alors on s'est rendu compte aussi pendant cette campagne, parce que malheureusement ils ont laissé fuiter un certain nombre d'informations sur le vrai projet des indépendantistes par rapport à ce qu'ils ont dit publiquement. Ce qu'ils ont dit publiquement, c'est effectivement tout le monde a sa place. Et puis en fait, on se rend compte, d'une part, derrière dans les documents qu'on a eu sur le vrai projet des indépendantistes, qu'en fait ils veulent bien qu'il y ait une société, une partie de la société au-dessus des autres. Ils veulent que les personnes de statut coutumier soient supérieures aux autres Calédoniens, et on le voit en fait dans leurs actes, c'est-à-dire que
on voit bien que là, ils ont déposé un projet de loi pour demander que seuls les citoyens puissent acheter ou vendre de l'immobilier. Dans les commissions administratives spéciales, ils continuent à demander la radiation des non-Kanak, etc., etc. Et en fait, leurs actes prouvent que ce qu'il y a dans leur projet correspond pas à ce qu'ils souhaitent. Et je pense que c'est, encore une fois, on l'a bien vu dans les derniers moments de cette campagne. Hier soir, à Numadélé, on avait toutes les communautés qui étaient présentes. On avait des Mélanésiens, on avait des Européens, on avait des Tahitiens, on avait des Wallisiens, des Futuniens, des Asiatiques. Et en fait, c'est ça la Calédonie qu'on veut, et c'est vraiment ce qui a animé cette campagne, de la volonté de montrer que on doit être tous égaux, on doit tous avoir les mêmes droits et les mêmes chances de réussite. Et en face, on a un projet, encore une fois, qui est de dire il faut exclure certains, il faut exclure les uns, il faut exclure les autres. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'on a un projet qui est complètement centré sur une partie des Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie. L'un des grands arguments des partis indépendantistes, c'est la dignité. Et on l'entend ressortir dans leur discours ces derniers jours. Quelle réponse est-ce que vous apportez à ce point? Est-ce que vous comprenez qu'il est nécessaire d'apporter peut-être une réponse à cette revendication de dignité? Oui, je comprends très bien. La question, en fait, c'est ce qu'on met derrière ça. J'étais à Lifou le week-end dernier. Et à Lifou, faut dire les choses, il y a très peu d'Européens, il y a très peu de population non kanak. Et donc je pose la question de savoir finalement ce que la France, ce que la présence de la France, ce que le fait que la Calédonie soit française leur enlève. En fait, ils ont finalement ils vivent ensemble, les choses se passent très bien comme ça, ils ont des aides de la Nouvelle-Calédonie, de la province, de la France. Qu'est-ce que la France leur enlève? Et au contraire, qu'est-ce que le départ de la France leur enlèverait? Et je pense que la dignité, c'est aussi de pouvoir être bien soigné, c'est aussi de pouvoir faire des études, c'est aussi de pouvoir vivre tous ensemble sans que les uns prennent le dessus sur les autres. Et j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à percevoir comment se matérialise cette volonté de dignité supplémentaire. Je pense que ça va être des éléments très importants dans la suite de nos discussions, parce que quand on a eu les discussions dans le cadre du G10 avec les indépendantistes, à un moment donné, j'avais posé la question notamment à Daniel Goa de savoir qu'est-ce qui était important pour eux. Et je pense que c'est important qu'on puisse à un moment donné se le dire. Et par exemple, pour nous, ce qui est important, ça va être de garder le passeport français, ça va être de considérer que la propriété privée a de la valeur et que quelqu'un peut pas arriver avec un boîte à bout dans notre jardin pour dire c'est chez nous, etc., etc. Donc on a des choses qui nous tiennent à cœur, et je pense que c'est important que les uns et les autres puissent les poser. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils posent ce que signifie ce terme-là, parce que la seule réponse que les indépendantistes m'ont apportée à ce moment-là, c'est l'indépendance, l'indépendance, l'indépendance. Alors, moi, je pose la question aux indépendantistes. Ils ont accepté il y a 20 ans le processus de l'accord de Nouméa, le processus démocratique qui donne lieu, et on le subit suffisamment, à 1, 2, voire 3 référendums. Donc, ils ont accepté ce processus démocratique, et aujourd'hui, ils disent la seule porte de sortie, c'est l'indépendance. À un moment donné, il y a une contradiction. Il fallait, dans ce cas-là, pas accepter le processus démocratique. Ils ont accepté. Et donc, il faut quand même qu'à un moment donné, on arrive à se mettre autour de la table pour dire qu'est-ce qui est important pour les uns, qu'est-ce qui est important pour les autres, et qu'on traduise ça dans quelque chose qui pourra unir tous les Calédoniens. Alors vous-même, l'un des reproches qui a été fait aux loyalistes, c'est, on l'avait déjà fait d'ailleurs en 2018, c'est de beaucoup parler de l'argent de la France dans cette campagne. C'est déterminant, cet aspect financier des choses, ce financement de la métropole pour choisir de rester français? C'est effectivement, on avait fait la campagne de 2018 quasiment que là-dessus. Et donc, on avait eu une campagne de cœur d'un côté et une campagne de raison de l'autre. On a voulu faire évoluer les choses en parlant nous aussi au cœur des Calédoniens. Alors évidemment, elle a raison, parce que évidemment, quand on sait que la France finance 30% de l'aide médicale, ça veut dire quoi? Que 30% des Calédoniens seraient plus soignés en termes de dignité. Quand on peut pas aller chez le dentiste ou chez le médecin, on est moins digne quand même, hein. Donc c'est évidemment un sujet. L'argent est évidemment un sujet, mais on a voulu ne pas aller que sur ce terrain-là, et vraiment le terrain de la pluriculturalité, le terrain de dire que le vivre ensemble, c'est le non à l'indépendance. C'est ça la réalité de ce qu'on défend aujourd'hui. C'est de dire, regardez dans les actes. Dans les actes, le vivre ensemble, c'est le non à l'indépendance. L'indépendance, c'est une société où on vit pas ensemble, où on a une partie des Calédoniens qui sont au-dessus des autres. Et donc,
Et ça, c'est, à mon sens, plus une campagne de cœur. Quand on est calédonien, je crois qu'on grandit avec cette volonté de vivre ensemble. Je l'ai vu avec les enfants qui sont venus quand on a travaillé sur le destin commun cette semaine. Ils ont envie de vivre ensemble. Les Calédoniens, ils veulent vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il ne peut se faire que si on répond non à l'indépendance. Parce que répondre oui à l'indépendance, ça veut dire qu'on accepte que finalement on rentre en Kanaki et qu'il y a des gens qui sont au-dessus des autres. Vous parliez il y a un instant de l'accord de Nouméa. Il y a 3 partenaires, hein, et l'État, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez son rôle? On sait que les indépendantistes continuent à lui reprocher sa partialité. Et vous, est-ce qu'il vous semble impartial? Est-ce qu'il vous semble absent? Est-ce que vous trouvez qu'il a joué le rôle normal ces dernières semaines? Alors, il y a eu un changement de gouvernement dans une période un peu stratégique pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, effectivement, on a de nouveaux acteurs qui ont pas pu venir en Calédonie à cause de la crise Covid, donc qui connaissent pas bien la Nouvelle-Calédonie. Mais ce que je crois, c'est que l'État a 2 rôles à jouer en Nouvelle-Calédonie. Il a un rôle d'organisateur de ce référendum et donc un rôle d'impartialité parce qu'il est évident que ce scrutin doit être organisé de manière à ne pas être contesté le lendemain. Donc ça, c'est une partie du rôle de l'État. Mais on a un rôle politique de l'État. Ce rôle politique, c'est quoi? C'est que la France va, dans 2 jours, les Calédoniens vont décider de savoir si la France va perdre un bout d'elle-même ou pas. Et le président de la République s'était positionné en disant la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Il avait pris position. Et en fait, on se rend compte que finalement, les ministres successifs, le gouvernement actuel prend moins position finalement que le président de la République lui-même. Et je pense que on peut faire la part des choses entre cette impartialité nécessaire sur l'organisation du scrutin et le fait de dire la France veut pas perdre un bout d'elle-même. C'est pas antinomique. Et donc simplement pour terminer, je pense que l'État n'a pas forcément fait suffisamment dans cette période-là, et notamment pour nous mettre autour de la table. Et je pense l'État devra jouer un rôle absolument essentiel pour réunir les partenaires, parce que, je le rappelle, l'accord de Nouméa prévoit qu'après un éventuel 3e référendum, je cite, les partenaires se retrouvent pour discuter de la situation ainsi créée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les gens sont obligés de discuter. On est obligé de discuter. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre 2 ans de plus pour commencer à parler? Ce que je souhaite, moi, c'est que l'État s'implique fortement de manière à ce que la période de 6 mois pendant laquelle personne ne peut déposer de demande de 3e référendum, cette période de 6 mois qui suivra le 2e référendum, cette période soit optimisée pour qu'on puisse avoir des discussions réelles sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. On va y revenir dans un instant parce que je voulais vous interroger là-dessus, mais pour rester sur la contestation, sur l'attitude des indépendantistes qui continuent donc à reprocher à l'État sa partialité, est-ce que vous craignez une contestation de leur part des résultats du référendum? Est-ce que vous pensez que ça peut être un élément? Il ressort régulièrement notamment la question du drapeau bleu-blanc-rouge qui a été autorisé dans la campagne officielle. Ils en font un peu un point de blocage. Vous pensez qu'il y a un risque ou que c'est de l'agitation de campagne? Évidemment qu'il y a un risque, mais enfin, la réalité, c'est que c'est quand même nous qui sommes le plus... si quelqu'un devait contester, ce serait nous. Nous, on a quand même 35 000 personnes qui sont exclues de ce scrutin pour le référendum. On s'est retrouvé en 2020 à avoir une vraie inégalité, puisque les personnes de statut coutumier peuvent être inscrites automatiquement et pas les natifs de droit commun. Donc aujourd'hui, c'est nous qui sommes lésés dans cette histoire, certainement pas les indépendantistes. Donc s'ils contestent, ils contestent. Mais franchement, je vois pas l'intérêt. Encore une fois, on est dans un processus dans lequel, à la fin, on va continuer à vivre tous ensemble. Donc on va devoir trouver une solution. Quel est l'intérêt de rentrer dans un processus de contestation? À la fin, il va y avoir X% de la population qui voudra rester français et l'autre qui voudra être indépendant, et on va devoir continuer à construire ensemble. Hein. Alors justement, après le référendum, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui peut se passer? Il faudra discuter quand? Est-ce que ça dépendra du score? Est-ce que dès le lendemain ou la semaine qui suit le référendum, il faut se positionner sur un 3e ou pas un 3e, des discussions ou pas des discussions? Est-ce qu'il faut laisser un peu de temps? Comment est-ce que vous voyez les choses? On part du principe, évidemment, que le non va être majoritaire dans ce 2e référendum, une fois encore. On l'espère tous. Je pense qu'il ne faut pas attendre. Je rappelle donc que dans l'accord de Nouméa, il est prévu que le lendemain du 2e référendum, on ne puisse pas déposer la demande de 3e référendum dans les 6 mois qui suivent le référendum. Donc, du 4 octobre au 4 avril, personne ne peut demander de 3e référendum. Donc,
Je pense qu'on a intérêt à utiliser à bon escient cette période, et je pense qu'on a intérêt à se réunir. Si au final, au bout des 6 mois, les indépendantistes considèrent qu'ils veulent un troisième parce qu'ils se sont engagés, parce que c'est comme ça, pourquoi pas ? Mais tout ce qu'on aura fait pendant cette période-là, ensemble, tout ce qu'on aura posé, je le disais tout à l'heure dans les discussions sur qu'est-ce qui est important pour les uns, qu'est-ce qui est important pour les autres, tout ce qu'on aura fait ensemble à ce moment-là, ça nous servira de toute façon pour l'après-troisième, si troisième il y a. Ça sera de toute façon utile. Pourquoi ? Parce que quand on va faire la campagne du troisième référendum, si troisième référendum il y a, et encore une fois, je le souhaite pas, parce que je pense qu'une fois qu'on se sera prononcé 2 fois, et si les résultats sont sensiblement similaires, quel est l'intérêt d'attendre 2 ans de plus ? On a vu des jeunes majeurs qui comprennent pas pourquoi ils ont à voter 3 fois. C'est incompréhensible, autant faire ça tout de suite. Mais imaginons qu'on y aille, tout ce qu'on aura travaillé, tout ce qu'on aura discuté avant, ça sera utile pour l'avenir. C'est-à-dire que on fera pas la campagne de la même manière si on sait ce qui est absolument essentiel pour les uns et ce qui est absolument essentiel pour les autres. L'idée, c'est quand même pour les uns et pour les autres de ne pas insulter l'avenir. Je le répète, on va continuer à avoir à vivre ensemble le lendemain. Donc, ce qui est important, c'est de donner aux uns ce qui est important, il y a des symboles sans doute qui sont importants, et de respecter la démocratie, de respecter ce que les Calédoniens auront dit majoritairement. Alors, on connaît les conditions de signature de l'accord de Matignon, puis des accords de Nouméa. Cette fois-ci, selon vous, quel peut être le déclic pour amener tout le monde autour de la table ? On sent bien qu'il y a une volonté de discuter, mais que personne ne s'y décide vraiment. Le pari de l'intelligence, il est peut-être déplacé aujourd'hui, ou en tout cas, on ne sait pas comment le traduire. Qu'est-ce qui peut amener les uns et les autres à se dire, allez, on va pas jusqu'au troisième et on discute, on trouve tout de suite une solution. On cherche tout de suite une solution. Je dirais 2 choses. La première, sans doute le score. Évidemment, la dynamique sera regardée par les uns et par les autres. Au-delà de la dynamique, la répartition géographique, en fonction de l'âge des électeurs, etc. Tout ça va être observé à la loupe pour savoir finalement quelle est la dynamique. Ça, c'est un élément essentiel. Et au-delà, ce qui va se passer dans ces fameux 6 mois. Je suis convaincue que si on rentre dans les discussions avec sincérité et avec une volonté réelle de trouver une solution dans l'intérêt des populations, je suis persuadée que si on rentre dans ces discussions et si on va au fond, on va identifier des points de désaccord. C'est évident. Mais on va aussi identifier un certain nombre de points d'accord. Et si ce bilan entre nos points d'accord et nos points de désaccord nous permet finalement, au final, de poser une question qui sera peut-être un peu différente de oui ou non à l'indépendance, on aura gagné quelque chose. Et je pense que si les interlocuteurs, encore une fois, rentrent de bonne foi dans ces discussions, on a tout à y gagner. Et je fais appel un peu aux électeurs indépendantistes, parce que on en a entendu sur le terrain, on en a entendu dans les endroits qui votent majoritairement indépendantistes, nous dire on vote indépendantiste, mais nous, on a surtout envie de continuer à vivre ensemble. Je pense qu'il faut que les électeurs indépendantistes disent ça à leurs leaders, parce que leurs leaders sont aujourd'hui coincés dans cette posture de dire on a dit qu'on pouvait en faire 3, on va en faire 3. Mais quel est l'intérêt ? Encore une fois, si on a des résultats qui sont sensiblement similaires à -1, à -2 points, quel est l'intérêt d'aller au troisième référendum ? Quel est l'intérêt ? Vraiment, on fait de la politique pour servir les gens qui nous ont élus. En quoi ça sert les gens qui nous ont élus de poser 3 fois la question alors qu'on a déjà 2 fois un résultat ? Alors, sans polémique, parce que c'est pas l'heure, c'est pas le moment, on voit Calédonie Ensemble, qui vous a pas ménagé pendant la campagne, mais qui aujourd'hui dit à peu près la même chose, c'est-à-dire il ne faut pas de troisième référendum, il faut aller sur un référendum de projet. Donc finalement, vous rejoignez, est-ce qu'on peut envisager que tout le camp des partisans du maintien dans la France puisse faire un front commun dans ces discussions face aux indépendantistes après le 2e référendum ? Oui, est-ce que vous y seriez favorable, vous ? Oui, je le souhaite. D'ailleurs, je rappelle quand même qu'on les a invités à nous rejoindre et à participer avec nous à cette campagne des loyalistes collectivement. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent se mordre les doigts de ne pas l'avoir fait. Quand on voit leur dernier meeting à l'hippodrome, qui a réuni quelques dizaines de personnes, et cette émotion qu'on a eue hier soir au stade Numadélé, je crois qu'à un moment donné, il faut être réaliste sur le fait que nos électeurs, et encore une fois, on est là au service des Calédoniens, ils veulent qu'on soit unis. Donc, moi, je veux pas polémiquer, ils votent non aujourd'hui. Calédonie Ensemble, ils appellent à voter non, c'était moins clair la première fois.
Aujourd'hui, c'est très clair. Ils appellent à voter non. Tant mieux, on est dans le même camp. Et on est dans le camp de ceux qui veulent dialoguer. Donc je considère que aujourd'hui, tant mieux s'ils sont autour de la table avec nous pour dialoguer, tant mieux. On risque d'avoir des nuances au moment où on sera autour de la table, mais ça fait partie de la richesse des discussions. J'ai entendu également Paul Néautine dire qu'il n'était pas opposé à venir autour de la table des discussions. Tant mieux. Il reste finalement Lucet qui hésite encore, mais je les invite à... On n'a rien à perdre à discuter. On n'a rien à perdre. On défend chacun nos positions. Si à la fin on arrive à quelque chose, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on ira au 3e référendum, mais on n'a rien à perdre à discuter. Et alors, que proposer aux Calédoniens pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ? On parle beaucoup aujourd'hui, les termes sont là, vous parlez d'hyperprovincialisation, Pierre Frogier a parlé de différenciation provinciale, il y revient ce matin d'ailleurs dans une tribune en disant qu'il faut s'appuyer sur la différenciation provinciale et culturelle. Vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est vers ce genre de projet, vous pensez qu'on pourra construire la Calédonie de demain ? Oui, en fait, quel que soit le nom, je crois qu'il faut surtout pas s'enfermer dans un nom en Nouvelle-Calédonie, parce que il faudrait pas qu'on arrive autour de la table en disant je veux pas ça, c'est le nom parce que c'est toi qui l'as proposé. On a la chance. De fédéralisme, on parle. Enfin, il y a tout un vocabulaire. Exactement, mais on a une chance extraordinaire, c'est que la France nous dit voilà, je vous donne le grand cadre, je vous mets la barrière de corail en gros, je vous protège de la Chine, je vous donne les outils en termes je vous apporte une justice impartiale, etc. Tout ça, c'est OK. Et puis, à l'intérieur de tout ça, vous faites ce que vous voulez. Et on modifiera, nous, la France, on modifiera la Constitution pour s'adapter à la volonté des Calédoniens. C'est pas fantastique, ça ? C'est-à-dire, faites ce que vous voulez, on cautionnera ça et on accompagnera ça. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, on peut construire à peu près ce qu'on veut. Et donc, on peut partir, non pas d'une feuille blanche, parce qu'il y a une histoire et parce que tout ça, il faut le prendre en compte, mais en tout cas, on peut clairement poser tout ce qu'on veut. Et c'est quoi... Pourquoi on en arrive à dire que les provinces doivent revenir au cœur du débat ? D'abord parce que ça a été la volonté de Jean-Marie Tjibaou et de Jacques Lafleur en 88. Les accords de Matignon sont centrés autour du rôle des provinces. Pourquoi ? Parce que on a des différences majeures. On vit pas de la même manière en province des îles qu'on vit à Nouméa. C'est juste une réalité. Donc soit on continue. Et c'est ce qui se passe avec cette volonté de gouvernement collégial qui est quand même arrivé au bout de ce qu'il est capable de faire. Soit on dit ça n'existe pas et puis on met tout le monde dans le même sac et puis ça marche pas. C'est ce qui se passe depuis quelques années. Ça ne fonctionne plus. Soit on accepte nos différences et on les valorise. Et c'est ça l'hyperprovincialisation, la différenciation territoriale, le fédéralisme interne, peu importe comment on l'appelle. C'est ça la réalité. La réalité, c'est de dire on a des différences, eh bien mettons-les en avant, valorisons-les. Faisons avec ces différences. Et je suis convaincue que les provinces sont le bon niveau de décision qui permet de s'adapter aux populations. Et je prends la question de l'agriculture. On ne fait pas les choses de la même manière en province nord qu'en province sud. Sur la question de la culture, on ne fait pas les choses de la même manière. Eh bien, actons ça. C'est simplement accepter la réalité. Tout en rejetant, tout en écartant la partition qui est un peu l'épouvantail qu'agitent les uns et les autres quand on leur propose ce genre de solution. Mais en fait, vraiment, la solution qu'on propose, c'est l'antidote à la partition. Pourquoi ? Parce que si on continue à dire on veut tout le monde pareil, qu'est-ce que disent aujourd'hui les indépendantistes ? J'ai vu les panneaux là. Je suis kanak d'origine basque, je suis kanak d'origine... Mais non, on n'est pas tous des kanaks. C'est une réalité. Et donc, on a des indépendantistes qui veulent dire il faut que tout le monde vive comme nous. Et puis quoi ? Nous, on dirait il faut que tout le monde vive comme nous. Non, ça fonctionne pas. On ne vit pas pareil. On n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes coutumes, Et ça, c'est une réalité. Et par contre, on peut vivre ensemble, fiers de tout ça. Et pour ça, il faut simplement valoriser nos différences, les accepter. Et donc, si on continue, je crois que si on continue à nier ces différences, à dire non, il faut qu'on continue, finalement, on va finir par réellement s'affronter. Et je pense que l'hyperprovincialisation, peu importe comment on l'appelle, c'est justement la solution à tout ça. C'est justement une solution qui valorise nos différences sans les opposer. Alors en attendant, le référendum, c'est donc maintenant dans 48 heures. Concernant cette consultation de dimanche, la participation avait atteint 80% en 2018, c'était déjà énorme. Vous pensez qu'on peut faire mieux ? Est-ce que vous croyez qu'il y a un moyen de mobiliser davantage les électeurs calédoniens ?
Oui, je suis convaincue qu'on peut faire mieux sur un scrutin pareil. Je pense qu'il y a eu une démobilisation lors du premier référendum parce qu'il y a eu des sondages qui ont donné des résultats très optimistes pour le camp loyaliste. Je pense qu'il y avait une mobilisation plus faible. Je pense que les jeunes étaient moins impliqués dans la campagne. Et donc, j'invite chacun, quelle que soit son opinion, à aller se prononcer. Je pense que plus on aura une participation importante dans ce scrutin, et plus le résultat sera légitime, quels que soient les avis des uns et des autres. Donc, j'invite tous ceux qui ne se sont pas exprimés en 2018 à aller s'exprimer en 2020. C'est de leur avenir qu'il s'agit. D'ici dimanche, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez encore des réunions de terrain? Vous avez encore des rencontres? Ou là, c'est un peu la pause, la trêve avant dimanche? Alors, c'est la trêve ce soir à minuit. D'ici là, les équipes continuent sur le terrain. On a fait beaucoup de porte-à-porte pour les abstentionnistes. On a été voir les gens un par un pour savoir pourquoi ils n'avaient pas été votés en 2018. Et on arrive à les convaincre dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui. Il y en a beaucoup qui nous disent on pensait qu'on allait gagner, on pensait pas on avait quelque chose de mieux à faire. Vous inquiétez pas, cette fois-ci on sera là. Ou alors on n'a pas été demander telle procuration à notre fils qui est en métropole aux études ou qui est cette fois-ci on le fait. Donc oui, l'impression qu'on a, c'est qu'effectivement il y a une mobilisation plus importante. Vous êtes optimiste bien sûr à la veille de ce scrutin? Je suis vigilante parce que on s'est fait peur la première fois. Je pense que vraiment il faut que les gens aillent voter. Sonia Backès pour les loyers, merci d'avoir accepté notre invitation.